Donc je suis Damien Chagnot, je suis responsable de projet au CIB, une structure que je vais vous présenter dans quelques petites minutes. Et on va parler aujourd'hui du bois énergie collectif, industriel et tertiaire, et surtout de son développement. Donc l'idée avec moi aujourd'hui, avec vous, c'est de vous donner un peu les bases de ce que c'est le bois énergie. Je ne sais pas quel niveau de sensibilisation vous avez sur le sujet. Donc déjà ça, et ensuite de vous replacer à la place de cette énergie en France, et puis les développements qu'on pourrait envisager, et surtout aussi les objectifs qui sont fixés actuellement dans la loi, et puis vous donner ensuite quelques pistes sur ce que nous on pense au CIB qu'il faudrait faire pour atteindre ces objectifs. Alors le CIB, Comité interprofessionnel du bois énergie. Nous sommes une association dont le but est de rassembler les acteurs, entreprises, collectivités, associations institutionnelles qui ont un rôle à jouer dans le bois énergie collectif industriel et tertiaire au bois. Donc le bois énergie, c'est assez simple dit comme ça, c'est faire de l'énergie, donc chaleur ou électricité à partir de bois sous différentes formes de combustibles. Et on va distinguer le bois énergie domestique, donc tout ce qui est chez les particuliers, les poêles, les inserts, et le bois énergie collectif industriel et tertiaire, qui là va prendre place dans des chaufferies et des installations de plus grande taille, de plus grosse puissance, avec des problématiques qui vont être bien différentes. Et le CIB s'occupe de cette dernière catégorie. On va donc rassembler environ 150 adhérents sur toute la chaîne de valeur, donc des gens qui vont s'occuper du combustible, le préparer, des gens qui vont être dans la gestion forestière, des bureaux d'études, des entreprises qui vont produire des centrales biomasse, des équipements pour brûler ce bois, et puis aussi des porteurs de projets et tout un tas d'acteurs aussi qui sont rassemblés dans un réseau des animateurs bois énergie et qui servent à avoir un ancrage local pour donner des conseils neutres aux porteurs de projets. Le but de nos travaux avec tous ces gens-là, c'est de les coordonner et les accompagner pour définir les bonnes pratiques et ensuite les diffuser. En plus de la représentation qu'on va leur apporter auprès des institutionnels et dans les discussions qu'il peut y avoir sur les lois ou dans tout autre espace où il faut que la filière soit représentée. On fait travailler ces gens dans 4 commissions de travail différentes qui vont porter sur 4 grands thèmes de sujets différents de la filière. Et moi, personnellement, j'anime la commission MOP sur le montage de projets et les stratégies de développement de cette filière. Donc, comme je vous le disais il y a 2 minutes, j'ai voulu séparer ma présentation en 3 parties. Une partie avec un état des lieux et les objectifs actuels pour voir comment on se situe. Est-ce qu'on va éclater nos objectifs? Est-ce qu'on est à la ramasse? Est-ce que c'est pas trop mal? Et d'où viennent aussi ces objectifs? On va aborder ça rapidement. Ensuite, les scénarios prospectifs qui ont pu être faits, notamment par le CIB et la commission MOP qui a beaucoup... Commission MOP, donc montage de projet. Donc le groupe d'adhérents dont j'ai en charge l'animation. Nous avons beaucoup travaillé sur des scénarios prospectifs pour projeter la filière dans le futur et pouvoir participer notamment à toutes les discussions qui sont en cours sur des textes de programmation de l'énergie législative. Et puis, une partie qui sera un peu plus courte, sur laquelle on pourra aussi discuter ensemble, c'est l'atteinte des objectifs et quelles sont les mesures, quelles sont les choses à mettre en place et les points de vigilance pour développer cette filière et décarboner au maximum. Des petits rappels sur le bois énergie. Donc, quand on considère le bois énergie domestique et le bois énergie collectif, donc les 2 sous-filières que je vous présentais tout à l'heure, le bois énergie est la première énergie renouvelable en France, avec 125 TWh de production. Et ça, c'est les chiffres 2022 si je ne m'abuse.
Donc oui, en France, on parle beaucoup des ENR électriques, mais c'est bien le bois énergie et la production de chaleur et d'électricité liée au bois énergie qui produit le plus gros volume d'énergie renouvelable en France, pour l'instant en tout cas, avec quand même plus d'un tiers de cette énergie qui vient du bois. Lorsqu'on regarde les objectifs français actuels de développement des énergies renouvelables qui sont inscrits dans ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc qui est un texte législatif qui va fixer tout un tas d'objectifs pour chaque filière renouvelable, pour la baisse des consommations, etc. On se rend compte que dans ce qui est les besoins de chaleur, donc les besoins de chaleur, c'est lorsqu'on a besoin de chaleur par définition, et ça représente 50% des besoins d'énergie en France. C'est-à-dire que c'est une forme d'énergie dont 50%, la moitié, un petit peu moins de la moitié de nos besoins en énergie sont de la chaleur. Donc il y a des usages spécifiques de l'électricité, il y a des besoins de carburant par exemple, et puis il y a les usages chaleur, donc pour le chauffage des bâtiments, pour le chauffage des process industriels principalement. Et donc quand on regarde les objectifs pour décarboner cette chaleur et la faire passer à des sources renouvelables, on se rend compte que le bois énergie, il va globalement, dans cette programmation, le développement de la chaleur renouvelable qu'on attend, il doit être fait à 2/3 par le bois énergie. Donc c'est une source principale, c'est un pilier de cette décarbonation qui est attendue dans les objectifs du gouvernement français. Puisque le CIB aussi réalise un recensement des installations bois énergie à partir des données du réseau des animateurs dont je vous parlais précédemment. Et on a pu identifier en 2023, puisqu'on a la nouvelle édition de ce recensement, 7915 chaufferies bois de plus de 50 kW. Bon, là, je ne vous commente pas trop la cartographie parce que je vous préviens, la présentation sera un petit peu dense, il va y avoir des schémas, des camemberts, mais on va bien prendre notre temps. Mais voilà, je m'épargne de vous rajouter des informations en plus. Je vous laisserai aller voir le support si vous voulez creuser toutes les informations qui sont présentes dedans. Et les plus gros avantages qu'on peut citer sur le bois énergie, c'est une technologie qui fait appel à une source d'énergie renouvelable, neutre en carbone dans le cadre d'une gestion durable des ressources qui sont utilisées. C'est une filière mature qui est éprouvée depuis des décennies et elle s'appuie sur une diversité importante de combustibles. Alors sur le bois énergie collectif, on va brûler des plaquettes donc c'est du bois qui a été broyé. Ça se présente sous la forme de morceaux de bois de quelques centimètres ou des granulés qui là vont être de la sciure ou du bois broyé beaucoup plus finement qui va être compacté. On utilise ces deux types de combustibles. Le bois bûche que vous connaissez, c'est du côté du bois énergie domestique, comme je le disais. Et ces plaquettes et ces granulés, on les obtient à partir de ressources qui sont diverses. Donc il y a des ressources qui viennent directement de la forêt et de l'exploitation des forêts dont le rôle principal est de faire du bois d'œuvre pour le matériau. Et dans ce processus-là, on va produire des déchets, des coproduits qui vont être utilisés en plaquettes pour être volés. Et ensuite, dans toute la vie de ces produits bois, vous allez aussi avoir des coproduits, des déchets qui vont être utilisés pour l'énergie. Et à la fin de la vie de ces produits bois, quand on ne peut plus les utiliser, les recycler, il y a aussi ce qu'on appelle du bois déchet qui va passer dans les installations de bois énergie. Alors ça c'est un graphique extrait du recensement qu'on publie donc tous les 2 ans dont je vous parlais, que je trouve assez intéressant pour se faire une idée de qu'est-ce qui produit dans le parc de toutes ces chaufferies le plus d'énergie. Alors pour vous le commenter rapidement, là la barre du dessous, c'est la répartition en nombre des installations en fonction de la puissance. Donc on voit qu'en fait, 62% du nombre des installations, des chaudières, est occupé
par des chaudières de très faible puissance, donc ils vont aller de 500 kW à de 50 kW à 300 kW. Par contre, quand on regarde l'énergie qui est produite annuellement, quand on regarde la puissance qui est installée sur cet ensemble des 62 en nombre, ça ne représente que 8% de la puissance installée parce que c'est des petites puissances. Et au contraire, si on regarde les quelques grosses installations, on se rend compte qu'en termes de puissance installée, ce sont les barres roses, donc en nombre qu'on ne voit pas beaucoup, et en puissance qui vont prendre énormément de place. Ces installations qui sont en nombre réduit vont avoir un impact sur la puissance installée beaucoup plus important. Donc ça donne une idée aussi du fait qu'il y a un maillage important du territoire avec plein de petites installations. Mais quand on regarde la consommation, c'est bien les grosses installations qui pèsent lourd. Alors, c'est un camembert un peu compliqué. Je vais vous dire ce qu'il y a à retenir et puis pareil, vous aurez les informations si vous voulez les avoir. Ce sont les usages qui sont faits de la chaleur produite, tout simplement. Il va y avoir 3 grandes catégories d'usages à retenir. Et après, elles sont séparées s'il y a de la cogénération ou pas de la cogénération. Cogénération, ça veut dire qu'on va produire de l'électricité en même temps de la chaleur, en faisant passer une partie de la vapeur qu'on aura chauffée dans des turbines qui vont produire l'électricité. Et puis pas de cogénération, vous produisez uniquement de la chaleur. Donc vous avez un secteur industriel, donc là c'est la partie du camembert qui apparaît dès maintenant, qui vous voyez représente un bon 2/3 de l'utilisation du bois énergie en France. Après on l'a scindé en 2 parties parce qu'il y a le secteur industriel de la transformation du bois qui en fait historiquement est très développé dans le bois énergie collectif parce que ils avaient des produits à brûler, donc eux ils se sont pas posé la question d'avoir des énergies fossiles dès le début puisqu'ils avaient de la matière à évacuer. Et puis à partie à peu près équivalente d'autres industries, donc ils vont chauffer soit leurs ateliers pour qu'il y ait une température vivable dedans, soit chauffer des procédés qui ont besoin de chaleur. Ensuite vous avez un gros secteur qui est le bois énergie utilisé sur des réseaux de chaleur juridiques, donc ça veut dire qu'il y a vente de chaleur qui va représenter également 1/3. Donc réseau de chaleur, c'est une installation qui permet de transporter de la chaleur dans une ville et de raccorder des points consommateurs. Donc ça peut être du tertiaire, des piscines, des lycées, des collèges ou des bâtiments d'habitat collectif, tout simplement. Et vous avez demain aussi toute une après-midi de conférences sur les réseaux de chaleur. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à venir nous y écouter. Donc 1/3 du bois énergie utilisé pour ça et 4% sur ce qu'on appelle les chaufferies dédiées dans le chauffage collectif. Donc ça va être les chaufferies qui sont en pied d'immeuble et qui vont chauffer un seul immeuble ou qui vont être dans une zone commerciale et qui vont chauffer un grand magasin tout seul, sans réseau de chaleur. Voilà, donc pour les utilisations, 2/3 d'industrie, 1/3 de réseau de chaleur et un petit peu de chaufferie dédiée. Puis ce qu'il faut retenir aussi, c'est que un peu moins de la moitié du bois énergie passe dans des installations qui produisent de l'électricité. Donc ça ne veut pas dire que la moitié du bois énergie va produire de l'électricité in fine, mais ça veut dire que 43% du bois est utilisé dans des installations de cogénération qui produisent à la fois de la chaleur et de l'électricité. Donc voilà pour un peu la connaissance du parc, à quoi est utilisée la chaleur et l'électricité qu'on produit, surtout la chaleur. Et je pense que vous avez une vision un peu du parc, comment il se répartit. Là maintenant, c'est le développement historique de la chaleur produite par ce parc de chaufferie. On peut distinguer 3 phases. Une première qui commence avant les années 2000, dans les années 90, jusqu'aux années 2010, qui est un démarrage clairement de la filière avec une filière qui s'institutionnalise, des premiers retours d'expérience, un développement qui est lent mais qui correspond à une filière qui se crée. Et c'est notamment à ce moment-là qu'il y a, pour ceux à qui ça parle, la création du fonds chaleur en 2006 ou 2007, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc voilà, des aides d'État qui commencent à se mettre en place et puis un intérêt pour le public qui va être plus important pour cette énergie renouvelable.
donc une accélération douce. Ensuite, une période faste qui découle de cette période d'atterrissage dans le paysage de cette énergie et qui va venir du fait qu'on avait donc de 2010 à 2016, donc c'est l'accélération que vous voyez là, l'augmentation de la courbe qui venait qu'on avait un prix des énergies fossiles haut. Donc étant donné que nous sommes dans une économie de marché où les prix ont un impact important sur les choix des activités et des sources d'énergie qu'on va financer, ce signal prix avait eu un effet important sur le développement de la filière. Et c'est un des facteurs explicatifs de l'augmentation et de la décélération qu'il y a eu depuis 2016 avec un prix des fossiles assez bas. Donc cette courbe ne montre pas les effets de la crise énergétique et l'augmentation du prix des fossiles, mais on va le voir tout à l'heure avec l'édition 2023 du recensement. Mais donc aujourd'hui, on a des prix des énergies fossiles qui sont remontés. Donc vous verrez qu'il y a eu un effet sur l'accélération de la filière. Donc on a toujours une réaction au prix des énergies fossiles qui sont en concurrence avec le bois énergie sur ces usages de production de chaleur. Les petits points, les petits tirets bleus et les petits points rouges, ce sont les objectifs des différentes PPE. Parce qu'en fait, les PPE, c'est un exercice qui est refait tous les 5 ans pour revoir les objectifs des 10 ans à venir par phase de 5 ans. Donc en gros, on dit, dans 5 ans, il faudra qu'on ait fait ça. Dans 10 ans, il faudrait qu'on ait fait ça. Et on se revoit dans 5 ans pour refixer des objectifs, soit pour revoir ceux qui sont à horizon de 5 ans et pour en refixer d'autres. Donc, ça explique que la première PPE a fixé des objectifs, c'était à 2018 et à 2023. À 2023, vous avez 2 tirets bleus parce que à échelle de 10 ans, la PPE elle donne toujours un objectif bas et un objectif haut, peu importe l'énergie. Donc ça, c'était les objectifs de la première PPE. Ensuite, vous avez les objectifs de la deuxième PPE qui sont les points rouges, qui sont pour 2023 et 2028. Donc je pense que vous l'avez tous remarqué, on est dans les choux pour respecter ces objectifs. Et on voit que s'il n'y avait pas eu cette décélération due à ce prix des énergies fossiles bas, on aurait été sur une trajectoire de réussite de ces objectifs, à peu près, sur une trajectoire basse. On peut imaginer que ça aurait pu augmenter. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut respecter les objectifs de 2028 qui sont dans la PPE qui est actée, il faut accélérer fortement le développement du bois énergie. Bon, pareil, ça, je ne vais pas y passer 10 ans, mais c'est pour vous expliquer que dans le travail du CIB, ce travail prospectif, on a séparé les 3 secteurs consommateurs que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc le secteur des industries, le secteur des réseaux de chaleur et le secteur des chaufferies dédiées en bas d'immeubles. On a étudié leur développement historique et on leur a appliqué à chacun des hypothèses différentes. Pour le faire rapidement, sur le secteur industriel, on a fait une étude de prix en fonction du prix des énergies fossiles après la crise énergétique et des projections qu'il y avait sur ces prix des énergies fossiles, et on les a comparés à la période faste de développement, et puis on a considéré donc avec une augmentation du soutien public, une volonté de décarbonation plus importante et des prix qui vont être ce qu'ils sont dans les années à venir, on pouvait soutenir une courbe d'augmentation qui était à peu près le double de ce qu'on a connu pendant la période faste. Sur les réseaux de chaleur, on s'est basé sur des données du schéma directeur national des réseaux de chaleur qui a été produit par Manergie, qui est un cabinet d'études en partenariat avec la FEDEN, donc le SNCU, qui est le représentant des exploitants de réseaux chaleur en France, et Viaceva, qui est son versant sur la communication, sur la cartographie des réseaux, qui fait aussi partie de la FEDEN, si je ne me trompe pas. Et je m'excuse auprès d'eux si je me trompe par avance. Et puis sur les chaufferies dédiées, on a fait une étude plus prosaïque où on a regardé le développement passé et puis on a ajusté un développement en fonction de ce qui pouvait être réalisable et calibré par rapport aussi au développement des réseaux de chaleur et du secteur industriel. Donc voilà les 3 courbes que ça donne avec
Bon, on a travaillé sur des objectifs 2028 et 2033 à la base, sachant que donc, pardon, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que ces travaux prospectifs ont été faits pour la prochaine PPE, qui va être discutée normalement au cours de l'année 2024 au Parlement avec un projet de loi, et qui va porter sur les objectifs 2030 et 2035. Donc, normalement, ça aurait dû être 2028-2033, puisque comme je vous l'ai expliqué, c'est tous les 5 ans. Mais pour se caler sur les calendriers européens, on a le gouvernement a décalé les dates pour se caler aux objectifs 2030 et 2035 du gouvernement, de la Commission européenne et de l'Union européenne. Donc pour la suite, vous verrez qu'il y a aussi des objectifs 2030 et 2035 pour ne pas simplifier les choses. Une autre courbe. J'espère que vous n'en avez pas marre des graphiques parce que c'est pas tout à fait le dernier. Ça, c'est le même graphique que celui que je vous ai présenté avant, avec les mêmes objectifs de la PPE, mais avec les objectifs du CIB. C'est ceux qu'on obtient lorsqu'on somme les 3 courbes que vous avez vues précédemment et les secteurs. Donc les objectifs du CIB, c'est ceux en orange. Donc on voit globalement que ce que ça donne, c'est qu'on reprend pour 2028 un objectif qui est un peu plus bas que celui de la PPE précédente, et ensuite on sollicite un développement un petit peu plus soutenu jusqu'en 2023. Alors attention, parce qu'on va rajouter petit à petit des choses sur cette courbe. On va rajouter dans un premier temps des objectifs qui correspondent au plan Marshall de la chaleur renouvelable. Alors je ne sais pas si des gens sont dans le domaine de la chaleur ici, certainement vous en avez peut-être entendu parler. C'est un plan de communication qui a été fait justement à l'occasion de la production des discussions autour de la PPE, et qui visait pour l'ensemble des filières de la chaleur renouvelable, donc les pompes à chaleur, la géothermie, de voir ce que chacune des filières pouvait produire, et puis ensuite de l'agréger et de proposer un plan comme ça au gouvernement en disant voilà, d'ici 2030 on peut décarboner 50% de la chaleur. Je crois même que c'était un peu plus, alors qu'aujourd'hui la chaleur est encore fortement carbonée. Donc dans le cadre de ce plan, on avait proposé des objectifs pour la biomasse à 2030 et 2035, donc ce sont les points bleus. Donc vous voyez que globalement, en fait, ça reprend le prolongement des objectifs du CIB. Le point que je vous rajoute, c'est le point du développement 2023, issu de notre recensement que l'on fait tous les 2 ans. Donc vous voyez que on a quand même réussi à casser ce palier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le développement du bois énergie, il reprend sur une dynamique très positive qu'il faudra continuer. On est légèrement en dessous de la trajectoire qu'on attendait, mais enfin bon, c'est pas grave, hein, c'est déjà bien. Et on voit que on est sur une trajectoire qui est pas trop mal, donc à suivre. Et puis ce que je vous ai rajouté là, ce sont les premiers objectifs du gouvernement qui ont été publiés dans un projet de stratégie française énergie-climat, qui n'est qu'un projet de ce qui va être mis dans un futur projet de loi, qui sont des objectifs 2030 et 2035. C'est encore des travaux en cours, c'est à prendre avec des pincettes, ça peut encore bouger, mais vous voyez que les objectifs du gouvernement sont plus bas que ceux sollicités par la filière. Ça peut aussi se comprendre au vu de l'exercice. Mais globalement, voilà, on a un objectif 2030 qui est un petit peu en dessous de l'objectif 2028 du CIB. Et puis, on a une fourchette d'objectifs pour 2035 qui est un petit peu plus basse que ce qu'on avait sollicité, mais qui reste quand même dans une tendance assez similaire. Et si on prolonge la courbe entre 2021 et le point 2023 qu'on a eu par le recensement, on voit que ça rejoint pas mal. Donc moi je dirais qu'on est bien parti et tout ça est à suivre, mais personnellement je suis assez content. Là, pareil, c'est un histogramme un petit peu compliqué, mais c'est pour vous parler de la ressource. Parce qu'effectivement, quand on brûle des combustibles, il faut une ressource en regard de cette demande. Pour s'assurer que nos scénarios prospectifs n'avaient pas de dérive quant à la demande de combustible et quant à la ressource disponible, on a étudié, donc ça c'est un histogramme qui est issu d'une étude de la WWF sur justement ce besoin en biomasse pour l'énergie, qu'on a agrémenté nous du besoin en biomasse pour, ça viendra, il y a des animations, du besoin en biomasse pour nos scénarios.
Ces histogrammes, ils correspondent à différentes études qui ont été faites sur les scénarios en biomasse sur la ressource, qui, pour certaines d'entre elles, sont en cours de mise à jour, pour qui certaines d'entre elles, notamment la SNMB, qui est un document gouvernemental, sont un peu datées. Donc, c'est une comparaison qu'il faut prendre avec des pincettes, dans le sens aussi où il y a des différences méthodologiques entre chacune de ces études, et que les conclusions qu'on tire de ce que je vais vous montrer après, c'est-à-dire de comparer les objectifs à la demande en combustible des objectifs cibles avec ces études-là, c'est que c'est pas quelque chose de péremptoire, comme on dit, qui met fin au débat. Il faut continuer à être vigilant. Ce qu'il faut regarder ici, c'est les pointillés rouges et les barres rouges. C'est sur la ressource qui nous intéresse pour le bois énergie. Les autres types de biomasse, alors là je vois pas très bien parce que j'ai une mauvaise vue, mais c'est des biomasses qui sont utilisables pour le biogaz et puis pour la biomasse liquide, donc pour les biocarburants, et qui ne se recoupent pas totalement avec celle utilisée pour le bois énergie, qui est majoritairement constitué de bois. Donc sur ces différentes études, bon là je vous ai mis une source en plus, c'est les scénarios gouvernementaux que je vous montrais sur la courbe précédente. Donc c'est la demande pour le bois énergie dans ces scénarios gouvernementaux. Ça, ce sont les niveaux de demande qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du CIB en 2030 et en 2035. Donc globalement, on voit que on est légèrement au-dessus dans des scénarios de l'ADEME, légèrement aussi au-dessus du scénario de la WWF, mais que pour le S3 de l'ADEME, donc c'est les pointillés rouges qu'il faut regarder, on est dans les clous. Pour le scénario de Solagro, qui est une association sur la biomasse, on est aussi dans les clous. Et pour le scénario de Négawatt, on est aussi dans les clous. Donc nous, la conclusion qu'on a faite, qui n'est pas définitive, comme je vous le disais, qu'il faudra continuer à creuser et regarder les nouvelles études, c'est qu'on n'avait pas de dérive majeure dans l'utilisation des ressources pour notre scénario. Voilà pour ce qui est de la ressource. Ouais, bon, ça, c'est les objectifs cibles chiffrés en utilisation de la ressource, je ne vous les détaille pas. Et puis, je ne sais pas trop comment on peut faire, ce serait peut-être intéressant, on va peut-être prendre les questions à la fin, mais ça aurait été pas mal en échange, je ne sais pas comment on fait les autres... Bon, on prendra les questions après, notez-les. Je ne vais pas chambouler l'organisation, mais parce que là, on passe à quelque chose d'un peu différent, que c'est les leviers. J'aurais bien aimé avoir vos questions, vos avis, mais je les prendrai après. Pardon pour cette digression. Donc, pour atteindre ces objectifs, bon, ça ne va pas forcément aller de soi. Et donc, le CIB aussi, grâce à l'expérience de ses adhérents, leur remontée de terrain, et puis à ses réflexions, et son suivi des dossiers et des débats législatifs, notamment, est en capacité de proposer des leviers, des mesures pour atteindre ces objectifs et accélérer le développement du bois énergie collectif. Sur les réseaux de chaleur, il y a deux points principaux. Il faut densifier, c'est-à-dire raccorder plus de bâtiments sur les réseaux de chaleur existants, et il faut étendre les réseaux existants. Donc ça passe par plus de raccordements de bâtiments existants, avec une meilleure communication. Donc il y a France Chaleur Urbaine notamment qui a fait une cartographie des réseaux existants. Je ne sais pas si vous connaissez, mais à destination des particuliers pour savoir s'il y a un réseau de chaleur à proximité de son immeuble. Donc ça c'est intéressant, et pouvoir être mis en contact avec le gestionnaire du réseau s'il est proche pour pouvoir demander un raccordement. Donc ça c'est ce genre d'outil qui va être utile au développement de la filière bois énergie, mais pas que, parce que les réseaux utilisent tout type d'énergie renouvelable thermique. Il va falloir aussi adapter beaucoup de bâtiments pour être raccordés à ces réseaux de chaleur. Donc ça veut dire les bâtiments qui sont par exemple en individuel gaz. Quand vous avez une chaudière gaz, vous n'avez pas de circuit d'eau dans les parties communes pour vous amener la chaleur à partir d'un échangeur qui viendrait d'un réseau de chaleur. Il va falloir faire des bâtiments et aider certainement ces travaux dans les bâtiments existants. Et puis il va falloir, ça c'est déjà fait avec ce qu'on appelle le classement automatique des réseaux. Donc quand un réseau est classé, ça veut dire que en cas de changement du mode de chauffage d'un immeuble ou en cas de construction d'un nouvel immeuble, on est obligé de prévoir son raccordement au réseau, sous certaines dérogations, mais le principe veut qu'on est obligé de le raccorder. Donc ça donne une visibilité, ça donne la sécurité aux porteurs de projet du réseau de chaleur, et ça va permettre de systématiser les raccordements.
Donc ça, c'est déjà en place, c'est en train d'être mis en place. Et puis, il va falloir aussi créer des nouveaux réseaux, et notamment des nouveaux réseaux ruraux qui utilisent beaucoup le bois, donc sur la biomasse, des réseaux ruraux et périurbains de plus petite puissance qui ont plus de mal à mobiliser les autres sources d'énergie renouvelable et qui mobilisent beaucoup le bois. Donc voilà, ça, il y a un ensemble de mesures aussi sur lesquelles je passe. Pour l'industrie, bon, c'est aussi valable pour les réseaux de chaleur. Il faut de la visibilité économique. On en revient au prix des combustibles fossiles dont on parlait tout à l'heure. Il faut C'était l'objet en fait de la contribution climat-énergie qui a été gelée au moment du mouvement des Gilets jaunes et qui était en fait une taxe carbone avec une augmentation graduelle de cette taxe et donc des énergies fossiles indépendamment de leur variation sur leur prix de gros sur le marché. Pour avoir une compétitivité dans le temps, une vision et savoir quelle allait être la compétitivité à venir. Et cette contribution aujourd'hui, elle est gelée et nous on appelle de nos voeux qu'elle soit réinstaurée, mais de manière dans un esprit de transition juste socialement, avec c'est les recommandations de l'ADEME aussi, avec une redistribution intégrale des recettes, déjà vers des projets de transition énergétique et aux acteurs qui supportent aussi les coûts de cette transition énergétique, c'est-à-dire les ménages, les plus modestes en priorité, les entreprises qui font des investissements dans la transition énergétique et les collectivités. On demande aussi une augmentation des moyens du fonds chaleur, donc ça s'est concrétisé cette année et l'année dernière, et puis l'augmentation aussi des moyens humains de l'ADEME qui va instruire les dossiers de ce système de subvention qui est le premier système de subvention pour les moyens de production de chaleur renouvelable et qui finance aussi la réalisation des réseaux. Sur la mobilisation de la ressource, il y a tout un ensemble de mesures qu'il faut mettre en place que je ne vous ai pas détaillées, mais on a beaucoup de travaux, notamment dans la commission approvisionnement sur le sujet, puis c'est détaillé aussi beaucoup sur le site internet du CIB. Mais c'est notamment, par exemple, pour vous donner une idée, soutenir l'acquisition de machines qui vont servir à broyer le combustible, par exemple. Et puis, comme autres mesures qui peuvent assurer un développement harmonieux de la filière, ça va être un certain fléchage des utilisations de la biomasse, qui est une ressource qui est finie, vers des besoins où il y a moins d'alternatives d'autres énergies renouvelables, comme les besoins en haute température dans l'industrie ou sur les réseaux de chaleur, en réfléchissant bien aux autres énergies renouvelables qui peuvent être mobilisées, et puis à la gestion de la demande, les rénovations énergétiques, etc. Et puis, c'était aussi faire de la recherche et développement, promouvoir l'innovation dans la filière pour améliorer ses performances énergétiques et environnementales. Le calendrier du CIB, parce que c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais le CIB organise aussi des événements, des formations Enerbois, formation Adobois. Et puis, à l'automne, la date n'est pas encore fixée, un colloque avec un appel à candidature sur les innovations dans la filière. Donc si vous avez des innovations à présenter, vous êtes les bienvenus. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis à passer aux questions, je pense. Des questions ? Bonjour, Lucas Lindecker. J'avais une question. Vous avez parlé au tout début pour le bois énergie, donc pour le collectif industriel, la répartition entre plaquettes et granulés. Finalement, c'est quoi cette répartition aujourd'hui et c'est quoi les tendances à l'avenir ? Par exemple, aujourd'hui, je crois que pour l'industrie, il n'y a quasiment aucun granulé, mais contrairement à d'autres pays européens, est-ce que c'est une tendance qui pourrait changer ? Voilà votre avis sur le sujet. C'est une très bonne question. Je ne vais pas avoir de réponse chiffrée. Le CIB a produit un document qui fait des recommandations sur l'articulation justement entre l'usage des granulés dans le collectif et l'industriel et l'usage des plaquettes. Donc quand utiliser des granulés, quand utiliser des plaquettes.
Ce qui ressort en gros, c'est que les petites puissances sont plus intéressantes pour l'utilisation du granulé et les grosses puissances pour l'utilisation des plaquettes. Donc c'est ce qui explique que dans l'industrie, on va avoir des grosses puissances, il y ait plus de plaquettes. Sur les tendances, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je me note la question, n'hésitez pas à me faire un petit mail et que j'aille chercher des sources supplémentaires, je vous répondrai. Surtout que je ne suis pas sur la partie approvisionnement qui est le sujet de la commission approvisionnement, mais eux auront certainement des billes pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je serais tenté de dire que le granulé prend une place de plus en plus importante dans le sens où, comme je vous le disais, le développement historique de la filière, ça s'est d'abord fait sur les industries du bois, donc qui brûlaient des coproduits, donc qui étaient principalement de la plaquette. Et donc au fur et à mesure que les usages collectifs se développent, je dirais qu'il y a plus de granulés en proportion, mais ça reste à vérifier. Merci. Sur la comparaison entre la ressource disponible et le besoin, du coup, les études qui ont été menées, c'est vous appuyez sur une étude de WWF et d'autres. Voilà. Donc là, il y a plusieurs études. SNBC que vous indiquez, c'était la SNBC actuelle, pas Ouais. la future, c'est ça? Oui, c'est l'actuelle. La future, elle est en rediscussion. Là. Les discussions ont été relancées. Donc votre conclusion, c'est que finalement, la ressource est disponible au vu de ces études et du besoin que vous estimez. Oui, c'est ça. C'est ça. On peut regarder un peu plus en détail. En fait, il y a aussi une étude de référence qui n'est pas là, mais sur laquelle sont basés nombre des scénarios qui sont présentés ici. C'est l'étude de l'IGN, de l'Institut géographique national, qui s'occupe de faire les cartographies forestières et qui donc donne les données de référence sur la ressource forestière, qui fait une étude sur la disponibilité à venir du bois pour ses différents usages, donc matériaux, énergie et puis industrie, donc industrie, papier, panneaux, et qui est en cours de mise à jour. Donc il y a aussi tout un débat scientifique sur l'utilisation et l'articulation qu'il faudrait faire entre ces différents usages pour atténuer le changement climatique, pour optimiser l'atténuation du changement climatique par cette filière forêt-bois dans son ensemble qui est un pilier de la stratégie climatique française et même mondiale. Puisque vous avez en fait 3 rôles de la forêt dans l'atténuation. Un rôle qui est un puits quand la forêt augmente. Un rôle qui est de stock. Donc le puits, c'est par définition un stock qui augmente. Et puis un rôle qui est de substitution de produits qui vont être plus polluants que les produits issus du bois. C'est-à-dire le remplacement de matériaux, donc de construction type béton, acier par du bois, qui va permettre d'avoir un effet de substitution et un remplacement des énergies fossiles par le bois énergie. Et en fait, vous comprenez bien que ce sont des vases communicants, c'est-à-dire que plus on prélève pour l'énergie, pour les matériaux, plus logiquement, mais après il y a c'est évidemment à gros traits, ça dépend évidemment du type de gestion forestière, du type de prélèvement, etc. Mais en première approche, on peut dire que plus on prélève, moins il y a de puits, mais plus on vient faire de la substitution et du stockage de carbone dans les produits. Donc en fait, tous ces ensembles, il y a aussi un débat sur comment utiliser la filière forêt-bois au mieux pour l'adaptation du changement climatique et qui rejoint aussi l'utilisation, les ressources disponibles. Parce que même si les ressources sont disponibles, on peut aussi faire le choix de ne pas les utiliser. Donc ça, la plupart des scénarios sont des scénarios de demande. Donc on compare la demande qui a été considérée dans ces scénarios. Et ces scénarios-là, eux, ont fait la comparaison avec les études existantes sur la ressource disponible et considèrent qu'elle est satisfaisante. C'est plus clair ?
Bonjour. Quand on regarde l'indice des prix du bois énergie CEB, on voit qu'on a subi une cloche, une montée vers début 2021, puis là on redescend. Vous avez fait souvent le lien entre prix du bois énergie et prix des fossiles. Est-ce que pour vous ça reste le driver majeur, ou il y a des effets de structuration de la filière par rapport à cette demande qui peut croître ou se ralentir? Voilà, selon vous, quels sont les drivers majeurs? Et bon, je ne vous demande pas ce qu'on peut attendre dans le futur, parce que personne n'a la boule de cristal, mais si vous avez un avis. Non, clairement, en fait, c'est pas le prix du combustible en tant que tel qui est le driver majeur. Le driver majeur, c'est la décision économique sur un porteur de projet qui va avoir un besoin de chaleur entre une solution biomasse ou bois énergie et une solution de référence fossile. La compétitivité des deux solutions, elle va dépendre en partie du prix des combustibles. Mais elle va dépendre aussi du prix de l'investissement, elle va dépendre du temps d'amortissement de l'investissement. Et donc, vous avez un ensemble de paramètres économiques sur les projets qui vont déterminer les compétitivités entre les deux solutions et donc, in fine, le choix de l'acteur économique en question. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais du coup, oui, le prix des combustibles est un driver majeur. Après, dans cette compétitivité économique-là, vous n'avez pas seulement des effets de prix, vous l'avez mentionné, quand la filière se développe, on fait aussi des économies d'échelle, on a une filière qui est plus performante, etc. Donc ça revient aussi à faire baisser le prix. Voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ça revient aussi à faire baisser le prix de la chaleur, puisqu'on va mettre en place ces solutions de manière plus efficiente. Globalement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le bois énergie, c'est une énergie qui demande un investissement important, plus important rapporté à la chaleur produite sur la durée de vie de l'équipement qu'une solution fossile. Mais ensuite, quand on regarde sur le prix du combustible et sur les dépenses qu'on appelle les dépenses OPEX, donc d'opérationnel, elles sont beaucoup plus faibles que l'achat d'un combustible fossile qui va lui être plus cher ramené à la chaleur produite. Donc en fait, il y a aussi souvent un mur d'investissement qui est difficile à passer, qui repose aussi pas mal sur la crédibilité, la fiabilité, la maturité de la solution, parce que quand on investit dans une chaudière gaz, si elle tombe en panne, il faut la changer. L'investissement est moins important que sur une chaudière biomasse où l'investissement a été plus grand, donc il y a quand même un plus gros risque sur l'investissement. Donc l'ensemble de ces paramètres-là fait que vous allez après avoir des choix qui sont différents. Mais oui, le driver économique est un driver majeur en l'absence de réglementation. Mais par exemple, les chaudières fuel ont été interdites. Le remplacement des chaudières fuel ont été interdites. Là, il n'y a plus de questions économiques. Il y a une législation qui est mise en place. Donc il faut trouver et proposer des solutions. Donc après, les prix du gaz sont quand même, ont bien baissé, mais sont quand même pas revenus à leur prix d'avant crise énergétique. Donc ça, on peut espérer que ça va continuer à avoir un effet positif. Les prix du pétrole non plus sont pas revenus à leur niveau avant crise. Donc il faudra espérer que ça reste haut, en tout cas pour la transition énergétique. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après on a encore le fonds chaleur et des subventions qui sont là aussi pour combler l'écart d'investissement et améliorer la compétitivité, et qui sont calibrés justement pour combler juste cet écart et pas apporter de rentabilité supérieure à un porteur de projet qui viendrait faire de l'argent ou faire du profit sur une aide publique. Donc voilà, non, je vois pas d'autres facteurs. Après, il y a tout ce qui est main-d'œuvre, etc. aussi. Ça, j'en ai pas parlé dans les leviers, mais c'est un gros point qu'il faut travailler. C'est-à-dire que si la filière se développe, il va falloir plus de ressources humaines aussi. Et on pourra avoir un point de blocage là. Et oui, voilà ce que je peux en dire. Merci pour la question. Merci pour la question, c'était une bonne question. Bonjour, Monsieur Lefebvre, élu d'une collectivité du Morbihan. Par rapport à la filière bois-énergie, effectivement, on voit bien que l'énergie est devenue une priorité. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas non plus
sacrifier d'autres filières telles que des valorisations matières, justement parce qu'aujourd'hui on a des contraintes énergétiques fortes. Donc ça c'est le premier point. Donc ok pour trouver bien sûr un remplacement aux énergies fossiles, mais sans effectivement mettre à mal des filières qui existent aujourd'hui et qui valorisent, on va dire, une certaine biomasse parmi celles que vous avez citées. Et le deuxième point, parce qu'effectivement vous dites que ça nécessite des coûts d'investissement importants, donc une technologie qui sera de toute façon toujours plus performante et plus coûteuse. Également une attention particulière à avoir par rapport au rejet dans l'atmosphère. On sait qu'effectivement il y a eu des progrès à ce niveau-là, mais néanmoins il y en a encore à faire, et donc je pense que c'est aussi un des risques et en tous les cas des coûts qui seront importants par rapport au rejet atmosphérique lié à tout ce qui est combustion au travers de toutes ces chaudières. Ok, plutôt deux remarques. Non, mais on est en phase là-dessus. Sur les émissions, notamment la commission REX qui travaille aussi beaucoup sur le sujet. Donc je dédouane pas le bois énergie collectif en disant ça, mais il faut quand même bien faire la différence entre les émissions du bois énergie domestique, qui restent importantes sur les équipements très anciens comme les foyers ouverts, et les émissions du bois énergie collectif. Donc le domestique peut être très performant au demeurant sur les nouveaux appareils et sur les appareils avec une bonne performance énergétique, et les émissions du collectif où là il existe des solutions de filtration qui sont très performantes et qui sont effectivement en amélioration. Il y a aussi des seuils de rejet atmosphérique qui sont de plus en plus sévères et imposés par l'ADEME pour être financés. Donc ça c'est une bonne chose, et la filière travaille aussi là-dessus pour s'adapter. Et puis, votre autre remarque sur les filières matières, tout à fait. Également, il faut que le bois énergie s'insère dans l'exploitation de la forêt et une exploitation durable. Donc ça, il n'y a pas de bois énergie sans gestion durable de la forêt et sans autres usages. Donc ça aussi, on est bien vigilant là-dessus. Oui, bonjour Sébastien Elissal, merci pour votre présentation. Je voulais revenir justement sur le caractère de la ressource mobilisable et faire un lien avec ce qu'on a vu juste avant avec RED 2. Est-ce que l'ensemble des volumes considérés mobilisables sont considérés aussi RED 2 et ou PEFC, mais j'aimerais arriver à faire un lien entre le fait de considérer que c'est durable, que c'est mobilisable, que c'est bon pour la transition énergétique et l'ensemble de la réglementation qui évolue, PEFC, RED 2, etc. Alors, lorsqu'on parle de ressources mobilisables, c'est ressources mobilisables dans un cadre durable. Ça va de soi dans les études qui sont faites. On ne considère pas qu'on va raser les forêts pour faire du bois énergie ou du bois matériau, et on ne regarde pas ce volume-là du tout. C'est dans un cadre durable, justement, sinon les études se baseraient sur des hypothèses qui ne correspondent pas à la réglementation. Et ensuite, sur RED 2, en ce qui concerne la France et les ressources forestières, parce que le bois énergie s'approvisionne largement sur des ressources aussi qui ne sont pas directement forestières, sur des bois en fin de vie, etc. C'est vraiment significatif, c'est pas dit pour faire joli. C'est plusieurs dizaines de pourcents qui viennent de coproduits, etc. Donc des choses qui sont déjà de la biomasse qui a été utilisée, déjà des coproduits, etc. Sur la ressource forestière en tant que telle et celle qui doit être certifiée, donc j'ai pas suivi le sujet RED 2, mais il y a eu la présentation juste avant de Clarisse, la déléguée générale du CIBS, qui suit plus en détail le sujet. Il y a une analyse de risque qui a été faite au niveau national français pour justement identifier les risques à la production d'une biomasse qui ne serait pas durable, et si je ne me trompe pas, dans le cadre législatif actuel qui est celui du Code forestier français et celui de l'utilisation du bois en France, il n'y a pas de risque de non-durabilité majeur qui a été identifié.
Donc on peut partir du principe, à la fois pour cette raison-là et à la fois pour les hypothèses qui sont prises dans les études, que lorsqu'on parle de ressources mobilisables, c'est de la ressource qui est RED 2 et qui est durable. Bonjour, Meven Goupil, bureau d'études Exocet. Je me demande s'il y a un point d'équilibre en fait qu'on peut visualiser entre l'envie de produire avec du bois énergie et puis la ressource mobilisable en France par exemple. Est-ce que ça, on a une vision, enfin c'est un peu ce que vous nous avez montré tout à l'heure, mais est-ce qu'on a un peu un chiffre en production d'énergie à partir de la biomasse ? Vous voulez dire une sorte de bouclage, c'est-à-dire C'est ça, à partir de quel moment je veux dire, la production arrive à son maximum pour le bois énergie. Est-ce qu'on a une cible comme ça qu'on peut imaginer ou pas du tout? C'est un peu compliqué peut-être. Là, on en revient aux études dont je vous parlais, qui ont des études de référence et qui, sur la base d'hypothèses de gestion forestière, de prélèvement, vont considérer des volumes utilisables pour le bois énergie. Donc en fait, c'est déjà fait. Et en face de ça, après, on met une demande et on voit si elle peut être satisfaite. Et ce sont des exercices qui sont faits à chaque fois qu'il y a une planification sur le sujet de la biomasse en général et du bois énergie. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais oui, c'est un exercice qui est faisable, c'est un exercice qui est fait, et c'est un exercice qui a ses difficultés, comme tout exercice de projection, et surtout sur une matière comme la biomasse, qui est une matière vivante, et, du coup qui a aussi ses aléas en fonction du climat, par exemple, qui impactent la production, etc. Impacts qui sont pris en compte et prévus aussi. Il y a une autre question devant. Merci. Et du coup, je me demandais, actuellement, le bois énergie consommé en France, il est produit en France, globalement. On est déjà autoconsommateur. Oui, majoritairement. Il y a des échanges qui sont transfrontaliers, mais pas pour aller alimenter un autre pays. Il y a ces mouvements-là existent, mais ils ne sont pas significatifs dans la filière. Et on a également un peu d'importation de granulés et peut-être un peu d'exportation. Mais c'est vraiment pas, par exemple, comparable aux énergies fossiles où on n'en produit pas du tout en France. Et c'est pas quelque chose qui est structurant pour la filière. Donc oui, on produit le bois énergie en France globalement. En fait, déjà, ça s'est garanti par le fait que, en France, toutes les installations bois énergie collective, elles sont subventionnées par le fonds chaleur. Et le fonds chaleur de l'ADEME impose un rayon d'approvisionnement. Donc vous n'avez pas le droit d'aller chercher de biomasse à plus de 200 km. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais donc ça garantit une certaine localité de la ressource. Après, petit point sur ce sujet-là. Vous êtes monsieur un porteur de projet dans une collectivité, monsieur qui a pris la parole juste avant. Il y a des fois tendance à vouloir aller chercher la ressource de la commune ou de la forêt juste à côté. C'est pas forcément la solution la plus pertinente parce que on peut déjà avoir pas forcément des adéquations entre les ressources et puis l'utilisation qui va être faite. Ça peut être mieux d'avoir des bois déchets, etc. Et puis, des fois, vous pouvez créer un déséquilibre sur une ressource, la forêt du coin, alors qu'il y a un massif qui est déjà en gestion et qui pourrait alimenter et qui se situe peut-être à 20, 30, 50 km. Donc, il ne faut pas non plus avoir une vision restrictive sur la localisation des ressources. Et tout ça, c'est étudié pour avoir un développement harmonieux. Mais le plus local n'est pas forcément le plus vertueux. N'hésitez pas, tant que je suis là. Bon, super, merci beaucoup pour toutes vos questions.
Puis à bientôt. On a un stand juste à l'entrée sur votre droite, là, puisque vous êtes tourné. Donc n'hésitez pas à venir nous reposer des questions. On peut voir un petit peu plus en détail ce que fait le CIB. Merci beaucoup. C'est bon ? Moi. Je vous propose d'enchaîner sur la troisième conférence qu'on vous propose concernant la biomasse. Il s'agit d'une évolution réglementaire sur la fraction ligneuse des déchets verts, et l'évolution qui est en cours, et notamment la sortie statut de déchets. On va intervenir à 2 personnes. Et je souhaitais excuser Mathieu Campargue, qui est bloqué par son avion. Et donc, c'est Jérémy qui va le remplacer pour cette présentation. Donc peut-être, Jérémy, tu peux te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors j'excuse Mathieu Campargue qui a un retard sur le départ de son avion. Moi, je suis responsable technique et commercial d'RAGT Énergie. Et en fait, RAGT Énergie, en la personne de Mathieu Campargue, en fait, a la présidence en fait, de la commission de normalisation sur les biocombustibles. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on intervient du coup avec l'ARIS pour parler des travaux sur cette norme en fait qui va tendre à intégrer aussi une partie de la fraction ligneuse des déchets verts. Merci. Donc le CIB, vous avez eu plusieurs présentations. Donc on intervient toujours en appui aux professionnels pour le développement de la filière bois énergie collective et industrielle. Alors est-ce que ça marche ? Non. Ah voilà. Donc l'intervention est structurée de cette façon-là. Ah non, j'ai appuyé trop. Voilà. Vous rappelez l'évolution réglementaire qui date un peu maintenant et dans quelles conditions on est aujourd'hui, de quel combustible on parle quand on parle des déchets verts. Et puis, effectivement, toutes les démarches ISO qu'on en a fait en parallèle, discussion avec les ministères, qui vont avoir un impact, qui ont été repris dans les projets d'arrêté. Vous dire où on en est sur ce projet d'arrêté de sortie statut de déchets. Et ensuite, les suites envisagées par la filière, avant de répondre, bien sûr, à vos questions si vous en avez. Donc le contexte réglementaire est le suivant. La fraction ligneuse des déchets verts est aujourd'hui
correspond à la fraction bois, donc ligneux, contenue dans les déchets verts. Et c'est bien cette partie ligneuse, une fois séparée des feuilles, éventuellement des exogènes, qui est utilisée dans la filière bois énergie. Elle est utilisée depuis plusieurs années maintenant et qui fait suite à l'amélioration des différents outils, des différents process, puisque c'est une matière complexe. Et donc, il y a nécessité une adaptation de la filière, des process adaptés, un suivi adapté pour pouvoir produire un combustible de qualité. Or, en 2015, lors de la publication des fiches de combustion, donc dans l'interprétation de la réglementation ICPE, le ministère a distingué les déchets verts qui venaient des professionnels des déchets verts qui venaient des bennes de déchetterie. Et dans cette benne, il est précisé que ceux issus des déchetteries ne sont pas acceptables en installation 2910A. Donc on a beaucoup échangé avec le ministère en mettant en avant sur le fait que la composition, la matière pouvait être tout aussi qualitative que d'autres plaquettes. Et donc on est rentré dans une étape d'échange avec le ministère. Et dans cette époque, il y a eu, c'est mentionné dans les fiches combustion, que cette précision est en attente des discussions avec la filière. Dans ces discussions, il est important de noter que dès le départ, le bois composté sort de ces échanges-là parce que c'est une structure, une composition chimique très spécifique et qui demande des conditions de combustion bien adaptées. Et donc, elles ne font pas partie de ces échanges avec le ministère. Donc dans les déchets verts, alors on a, pour avoir un ordre de grandeur des volumes qui sont concernés, qui sont consommés, on s'est basé sur une ressource un peu ancienne de l'ADEME. Alors je n'ai pas marqué la date, mais de mémoire c'est 2016. Ce qui a estimé l'ensemble des volumes de déchets verts, qui est sur l'ensemble, toute matière confondue, est de l'ordre de 10 millions de tonnes. Et vous voyez, c'est soit le service public, soit par les professionnels. Donc c'est vraiment sur l'ensemble des origines. Et puis on a essayé d'estimer le volume. Alors on a pris, à dire d'experts, une valorisation de 20% pour la partie ligneuse. Alors voilà, ça peut être mis en cause, ça peut être de 10 à 20 ou de 10 à 30, c'est selon les différents process. En tous les cas, si on prend l'hypothèse de valorisation de 20%, on est autour de 900 kilotonnes ou à 1,8 million de tonnes. Voilà, c'est l'ordre de grandeur pour avoir un comparatif des broyats d'emballage bois. Donc c'est de loin pas la ressource principale, puisque on est autour des 13 millions de tonnes de consommation pour la filière bois énergie collective et industrielle. Donc vous voyez que c'est pas significatif. Enfin c'est pas significatif, c'est minoritaire, on va dire comme ça. En tous les cas, ça reste structurant pour certains approvisionnements et notamment dans un mix de produits. Souvent c'est utilisé dans la filière pour gérer l'humidité et donc souvent c'est associé à d'autres ressources du type broyat d'emballage qui, eux, pour autant, sont des matériaux plus secs. Et donc voilà, ça peut être structurant. C'est aussi un intérêt parce que c'est une matière qui est déjà sur des plateformes, donc qui correspond déjà à un stock. Ça, on peut l'appeler un stock tampon. Donc voilà, donc il y a des stratégies d'approvisionnement qui fait que cette matière rentre dans de nombreux plans d'approvisionnement, souvent pas majoritaires, mais comme je vous le dis, structurants. En termes de déchets verts, voilà, vous avez cette vision par rapport au taux de cendre. Vous savez que c'est important comme paramètre pour la combustion et pour l'adaptation des installations. Et donc, voilà, on va être très attentif dans la filière bois sur ce paramètre notamment, et on va voir d'autres paramètres, qui est le taux de cendre, et qui va sélectionner du coup la matière qu'on va prendre. Et donc cette fameuse fraction ligneuse est issue des sections les plus grossières pour avoir un taux d'écorce le moins important et pour avoir du coup un taux de cendre moins important. Donc on va être plutôt sur, comme je le mets là, les tronçons, les culées de bois, les grosses branches. Voilà, donc c'est cette partie ligneuse dont on va parler pour la suite et qui intéresse la filière bois énergie.
En termes de process, donc vous voyez qu'il y a les deux filières d'approvisionnement, donc celle issue des déchetteries et celle issue des professionnels. Vous avez donc dans les déchetteries communales, ça passe par une plateforme de déchets. Et c'est à ce titre, dans les échanges avec le ministère, que ça devient un déchet. Et dans les discussions, donc c'est pour ça qu'on va aboutir donc à ce statut de déchet pour ceux qui passent par ces déchetteries. Et de l'autre côté, vous avez des professionnels du paysage, donc le même type d'approvisionnement, et les deux vont être amenés sur une plateforme de production. Là, il y a un certain nombre d'étapes, dont le contrôle important en entrée de plateforme, et puis toute une série de process qui vont aboutir d'une part à la valorisation énergétique, donc à cette fractionneuse, et d'autre part à la valorisation organique. Et donc là, c'est barré pour dire que c'est une autre filière, mais complémentaire tout au long du tri de ce matériel. Donc on va pouvoir considérer deux étapes dans la production de cette fraction de ces plaquettes ensuite pour le bois énergie. Donc il y a cette étape importante d'acceptation des matières entrantes. Donc il y a mise en place d'une traçabilité au sein de la plateforme. Et puis il y a tout un processus d'acceptation de ces camions et du contenu notamment pour isoler la partie conforme, des lots conformes, des lots non conformes. Il y a des cahiers des charges qui sont établis entre les parties, et donc il peut y avoir refus des chargements s'ils ne correspondent pas au cahier des charges. Et donc voilà, si le lot n'est pas conforme, si on ne peut pas, s'il n'est pas suffisamment déjà trié, s'il n'y a pas la part de matière ligneuse et de la part de déchets verts n'est pas suffisante, alors il va être ou trop pollué, alors il va être rejeté. Si toutefois il est conforme et à trier, il va être isolé sur une certaine partie de la plateforme. Et s'il est déjà conforme parce que tri suffisant en amont, il va y avoir dans d'autres alvéoles de la plateforme. Et donc on va partir ensuite à l'étape suivante qui va être, donc soit on va avoir deux types de filières, on va dire, deux types de process, soit sur un lot qui va être avec de nombreux exogènes, donc avec un tri important à faire, soit déjà des lots, je ne sais pas si vous le voyez mieux que moi, si mieux, des lots qui sont déjà relativement bien triés, et donc on va avoir des process adaptés. Et tout l'enjeu des différentes étapes, donc d'abord broyage, défaraillage. Donc si je prends sur la partie la moins mélangée, on va avoir une étape de broyage, défaraillage. Donc là, on va sortir les exogènes ferreux. Ensuite, on va avoir un système de broyage et donc là de tri justement de la partie ligneuse, de la partie plus fermenticible. Et donc là qui va partir, donc là on va sortir bien entendu cette matière fertilisante vers le compost, puisque ça va pas être l'objet, les plus petites fractions aussi, sections aussi. Et pour avoir après l'étape suivante de tri supplémentaire, de sortie des exogènes type cailloux ou plastique, pour aboutir à une plaquette qui correspond au cahier des charges imposé notamment par les chaufferies. Donc vous voyez tout un système de process pour aboutir à une plaquette la plus pure possible et la plus adaptée à la combustion. Voilà. Et dans ce process-là, vous voyez, il y a bien entendu une séparation physique tout au long vers la matière de valorisation matière, voilà. Et notamment le compost. Donc ça, c'est le process qui existe aujourd'hui. Et en parallèle, donc, on a fait de nombreux travaux sur la normalisation. Je laisse. Ouais, merci Clarisse. Alors effectivement, donc on a vu qu'on a une matière qui est disponible. On a vu aussi qu'au niveau technique, on était capable en fait de traiter la matière, donc au travers de différents process, broyage, criblage. Mais en fait, la norme sur les biocombustibles, elle n'était pas structurée en fait, et elle n'acceptait pas du coup cette fraction ligneuse des déchets verts. Alors juste pour reprendre un peu l'historique sur ces normes, alors nous RGT Énergie, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille au sein de la commission de normalisation. La norme sur les biocombustibles, qui est l'ISO 17225,
Elle a été éditée en fait en 2014 et elle contenait 7 parties à l'époque. Notamment, il y avait la partie sur les granulés de bois, les plaquettes de bois, les agropelés, des briquettes de bois aussi. Mais en fait, elle inclut aussi la partie plaquettes de bois, mais plaquettes de bois domestiques. On n'avait pas du coup la partie plaquettes industrielles et notamment aussi pas l'incorporation possible du déchet vert. Donc sur ce constat, on a vu qu'on avait une fraction linéaire de déchets verts avec un gisement qui était de plus en plus utilisé, une filière qui se professionnalisait par de nouveaux process et de nouvelles techniques, et des normes du coup non applicables. Donc l'objectif du coup des démarches ISO, c'était d'ouvrir le champ d'application de la norme. Donc la tirée 4, en fait, l'ISO 17225-4, c'était la partie plaquettes de bois à usage domestique. C'était de l'ouvrir sur le secteur du marché industriel. Créer du coup des classes dédiées industrielles IA et B. Et puis intégrer du coup une troisième classe, catégorie qui permettait de travailler sur la fraction ligneuse des déchets verts. Il y avait aussi un sujet sur l'homogénéisation des analyses parce qu'on avait notamment des soucis sur les classifications de granulométrie, donc il y a eu un travail qui a été aussi fait sur ça. Donc les travaux qui ont été menés auprès de l'ISO, donc on a eu d'abord un retour d'expérience sur les principaux acteurs de la filière, des propositions de spécifications techniques en lien avec ce retour d'expérience, une campagne d'analyse donc qui a été menée sur différents types d'échantillons, qui a été du coup financée par l'ADEME, la rédaction d'un projet de norme, où il y a eu ensuite un échange de questions-réponses, et puis du coup la publication de la norme qui a été publiée en 2021. Donc pour résumer, on avait ce constat, on partait du coup d'une fraction linéaire de déchets verts qui était disponible et de plus en plus utilisée, une filière qui se professionnalisait, des normes qui n'étaient pas applicables et une position de la DGEC qui était défavorable. Les travaux, donc ça a été qualifié cette fraction linéaire de déchets verts et proposé du coup une révision de l'ISO-4 ou du coup une nouvelle norme qui vienne s'implémenter. Au niveau de l'étude qui a été réalisée au sein de l'ADEME, donc elle a été réalisée sur plusieurs sites. Donc, dans la partie bleue ici, vous pouvez voir en fait un peu le résumé. Donc il y a eu 15 sites qui ont été testés. Ça a été toujours réalisé en fait par la même personne. D'un point de vue analytique, c'est important que ce soit toujours la même personne qui fasse le prélèvement. Ça permet en fait de consolider les résultats et d'avoir des données qui soient plus robustes. Donc là, on a travaillé sur la fraction ligneuse des déchets verts. Ensuite, on a travaillé sur aussi les plaquettes de bois, où on a pu étudier du coup un peu plus d'une trentaine d'échantillons. Donc ça a été réalisé du coup sur l'année suivante. L'étude précédente avait été menée en 2017. Là ici, on a travaillé en 2018. Et ensuite, troisième partie. Voilà, on a fait en fait toute une base de données consolidée sur le marché français sur environ un peu moins de 3000 échantillons, 2800 échantillons, ce qui nous a permis en fait de déterminer des caractéristiques, de pouvoir isoler des classes et de pouvoir travailler derrière ensuite sur la construction de la norme et notamment des spécifications techniques. Au niveau du bilan, la norme elle a été publiée en juillet 2021. Donc le projet de norme il a été principalement porté par la France pour cette fraction sur la FLDV. Elle a été étudiée et adaptée par différents experts internationaux pour vérifier du coup le respect des origines et des différentes matières, mais également des spécifications pour éviter du coup les pollutions. Il y a une norme expérimentale du coup qui a été publiée en 2020 et ensuite en juillet 2021 elle a vu le jour sous l'appellation du coup ISO 17225-9 plaquettes et broyettes de bois à usage industriel. Donc la norme en fait elle précise les origines, les sources, notamment du coup la FLDV, des spécifications. Donc en termes sur la partie qualité du produit et donc des spécifications techniques, et aussi une partie révision sur la partie granulométrie. Donc voilà, alors la norme elle se présente comme ça, on a 4 classes industrielles, donc 3 classes d'origine ressources et aussi une classe en mélange mix. Il faut savoir qu'à peu près toutes les parties de la norme 17225, elles intègrent aussi l'autorisation de travailler sur des mix. Alors le scope du coup il s'élargit à toute ressource bois non traité issu de la forêt.
Les sous-produits aussi de l'industrie du bois qui ont été maintenus, les sous-produits de l'industrie du bois de la classe I3, le bois usagé aussi non traité chimiquement, les bois usagés pour la classe I4. Alors, je crois qu'il y a une slide après qui détaille un peu plus les classes un peu plus spécifiquement. Alors là, c'est ça qui est intéressant. Les spécifications techniques, en fait, elles sont complètes pour toutes les classes. Alors, la plupart sont normatives. Donc, si elles sont normatives, en fait, elles sont exigeables. Mais il y en a certaines, en fait, qui restent du coup pour l'instant à titre informatif, mais qui plus tard, on l'a vu sur certaines autres normes du coup de cette classification, pourront devenir du coup exigeables, notamment la température de fusion de cendres, la densité et aussi du coup le pourcentage de matière exogène. Je crois qu'après, voilà, ici on reprend un peu les différentes classes. Donc classe I1 qui est la plus qualitative, jusqu'à du coup la classe dégressive en termes de qualité, donc I2, I3, I4. Et on voit du coup qu'on intègre le bois forestier bocagé, le bois de l'industrie non traité chimiquement, des connexes de scierie, la fraction linéeuse des déchets verts, du coup la FLDV, l'emballage de bois, le mix produit et du coup le bois usagé. Sur la classe I4. Donc il y a une ouverture importante sur les ressources acceptables dans la production de bois énergie. Un outil qui permet en fait de cadrer cet usage sur ces biomasses qui sont du coup un peu moins qualitatives. Un outil qui donne aussi un cadre, mais qui doit s'adapter à la réglementation nationale maintenant. Et une classe définie pour le mix produit du coup sur la classe I4. Voilà, donc de ce constat qu'on a vu de demande du ministère de sortir du statut de déchets, les déchets verts issus des bennes de déchetterie, avec les travaux sur la norme internationale et notamment le fait d'avoir des spécifications reconnues, adaptées sur cette ressource qui était les fractions ligneuses de déchets verts. Aussi avec le retour d'expérience à faire du ministère et de la filière qui s'était regroupée en consortium pour mettre en œuvre la sortie statut de déchets sur les broyades d'emballage en bois dont, pour rappel, c'était le premier arrêté de sortie statut déchets qui a vu le jour en 2014, voilà, qui a été fait de manière collective aussi. Voilà, de ce retour d'expérience, de difficulté de mise en œuvre et le fait que, par contre, quand on travaille sur cet arrêté, il y avait on pouvait justement il y a eu une campagne d'analyse sur les broyades d'emballage et donc mettre en avant qu'effectivement, on pouvait ça respecter les critères de l'arrêté. La filière a proposé dans ces échanges de travailler plutôt sur une certification produit, puisque l'intérêt de la filière, c'était vraiment d'avoir un produit qualitatif qui rentre dans les installations de combustion et donc cibler plutôt l'objectif de qualité produit plutôt que des exigences de gestion de la qualité. Voilà, donc, mais voilà, et l'État a imposé une sortie de statut de déchet du fait de ce statut de déchet des plateformes de déchetterie. Non, j'ai perdu. Et du coup, il y a eu un projet d'arrêté de sortie de statut des déchets verts. Donc voilà, l'objectif principal, je l'ai dit et redit peut-être maintenant, c'était vraiment de sortir ces déchets verts du statut de déchets, donc une obligation de cet arrêté de sortie de statut de déchets. Mais l'objectif de cet arrêté, c'était bien de garantir l'efficacité d'un tri pour un usage vers la combustion. C'est-à-dire que pour un usage en combustion, il faut garantir que le tri est suffisant et qu'il respecte l'ensemble des critères. Donc ça se base à la fois sur toute la partie gestion qualité d'une sortie statut déchets, ça se base sur les seuils ISO, donc la classe I3 qui avait été créée spécifiquement sur les déchets verts que vous connaissez maintenant, et sur des analyses. Donc le projet d'arrêté est structuré de la manière suivante, donc sur la partie droite, notamment sur l'article 3, qui impose de bien sélectionner les intrants. Vous avez vu qu'effectivement, tout s'est basé sur l'acceptation sur le tri, donc limiter les intrants possibles pour les déchets verts, pour en faire de la plaquette de combustion. Mise en place d'un tri
voilà, on l'a détaillé. Le respect des critères à la fois, puisque là l'objectif c'est d'avoir il faut avoir, vous voyez, avoir un contrat, une commande. Donc l'objectif c'est bien de répondre aussi à ces critères des contrats d'appro, de respecter les normes et de respecter bien sûr les seuils de polluants en imposant des campagnes, en imposant un nombre d'analyses comme pour les autres sorties de statut de déchets. Mise en place d'autocontrôle, on a vu de quoi il s'agissait. J'ai parlé de la commande. Et puis une gestion de la qualité. Toutes les arrêtés sortis de statut de déchets l'ont le même. Donc une traçabilité, une identification, formation, tout ça est imposé par cette sortie de statut de déchets qui aboutit à une attestation de conformité et donc des audits de certification nécessaires sur les plateformes de préparation. Donc voilà, donc un mix, si on peut dire, entre les exigences ISO, donc les seuils adaptés à cette ressource. Et puis voilà, l'objectif c'était d'être conforme, encore une fois, aux critères de qualité pour la combustion et d'assurer un tri suffisant. Toutefois, dans ce projet d'arrêté, à ce jour, j'ai pas de nouvelles sur la sortie de cet arrêté. On en est aujourd'hui à une consultation publique que vous trouvez sur le ministère. Et au niveau de la filière combustion, c'est surtout il y a eu un article 10 qui permet un certain nombre d'exemptions de non-respect des seuils et de la partie ligneuse. Voilà, et donc il faut savoir que c'était pas l'objectif de la filière. Voilà, et donc s'il y a des cas particuliers, et apparemment il y a des cas particuliers dans les DROM, il faut que ça se soit bien cadré. Voilà, donc les exigences qu'on a proposées pour bien cadrer ces exemptions, que ça ne puisse pas être trop facilement généralisable, puisque encore une fois l'objectif c'est pas du tout de mettre en combustion les parties non ligneuses. Et encore dans le ligneux, c'est uniquement les sections les plus grossières. Donc ces exigences vont amener, il faut le partager, c'est-à-dire qu'on va réduire du coup les volumes puisqu'il y a des exigences supplémentaires de respect des paramètres dont on a discuté. Et donc voilà, ça va entraîner une meilleure qualité, mais du coup une réduction des volumes. Donc voilà la position de la filière. Et du coup, voilà, si exemption il faut qu'elle soit bien cadrée. L'objectif de la filière aujourd'hui, c'est d'aller vers un référentiel de certification, donc monter en qualité sur ces fractions et d'arriver à un référentiel qualité produit, une certification produit. Donc revenir sur nos objectifs de départ en se basant bien sûr sur l'arrêté de sortie de statut de déchets. Voilà ce que je peux dire ce qu'on peut dire sur les démarches en cours et la réglementation qui va évoluer. Voilà, donc dès que il y aura une évolution de cette réglementation et probablement l'apparition de l'arrêté final, bien entendu, on le mentionnera sur nos sites et sur nos voies de communication. J'ai pas, c'est d'échéance, c'est ça que tu m'as demandé. Alors, je sais que ça a été suspendu parce qu'il y a une personne de la DGPR qui était absente, qui est revenue. Donc, j'ai pas eu d'informations sur une date, mais ça devrait être, du coup, maintenant qu'elle est remplacée, je pense que ça devrait être imminent, quoi. Il n'y avait pas d'étape supplémentaire puisque c'est la consultation publique. Est-ce qu'il y a des questions, des observations par rapport à cette présentation? Alors, je crois qu'il y a une hôtesse. Là. Madame. S'il vous plaît, monsieur. Bonjour, Monsieur Lefebvre, élu d'une collectivité locale du Morbihan. Moi, j'ai une question sur la qualité du tri en amont, parce que pour les fractions ligneuses des déchets verts, aujourd'hui, sur les communes ou comités de communes, on reçoit les déchets verts. Et je dirais que le tri se fait par nos concitoyens, même si effectivement on exerce un contrôle. On n'a pas les moyens de trier. Alors, on n'a pas les éléments, mais je vois bien qu'effectivement les obligations de tri seront supérieures par rapport à maintenant, puisqu'il vous faut une certaine fraction. Donc ma question est la suivante. Aujourd'hui, les collectivités n'ont pas les moyens de supporter des coûts de tri supplémentaires. Donc est-ce que ces coûts de tri supplémentaires seront supportés par la filière du coup bois énergie? Et donc du coup, est-ce que ça aura un impact sur le prix du bois, de la filière bois énergie? Alors,
Il n'y a pas de tri. Alors effectivement, il y a un tri au niveau des déchetteries communales, mais vous voyez que tous les dispositifs de tri, c'est aussi sur les plateformes de préparation. Donc il y a un premier tri, voilà, des opérateurs sur les plateformes de tri qui sont de plus en plus encadrés. Je dirais qu'au niveau des déchetteries, le tri va surtout se faire sur le volume qui va être valorisé le plus, qui est la partie compostage. C'est-à-dire qu'il y a aussi des exigences côté compostage et ça va être les mêmes, c'est-à-dire de limiter les exogènes, les polluants sur ces déchets verts. Donc ce tri, voilà, c'est l'objectif principal du tri en déchetterie, ça va être pour la production de compost, pas forcément pour enfin, il n'y a pas d'exigence supplémentaire pour la filière bois énergie. Voilà, donc le coût supplémentaire. Je n'entends pas, pardon. Ça marche. Sauf que ce qui intéresse la filière bois énergie, ce ne sont pas les feuilles, ni les tondes, ni les brindilles, je dirais. C'est le bois grossier. Donc du coup, ce tri se fait sur les plateformes de la filière bois énergie. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, finalement, c'est peu utilisé puisque vous êtes sur d'autres types de bois, d'autres types de ressources. Donc demain, si vous êtes c'était entre 1 et 2 millions de tonnes, du coup, il y aura quand même dans votre filière à compter cette étape de tri supplémentaire par rapport à la qualité de déchets verts qu'on reçoit sur les déchetteries. Et donc un coût qu'il faudra impacter sur la filière. C'est ça, c'est ça. Ça demande un truc supplémentaire, mais c'est une source de valorisation complémentaire. Après, voilà, ça reste voilà, complémentaire à la partie compost. Donc, mais toute la démarche, en fait, peut-être que je peux le repréciser, c'est pour ça qu'il y a une partie du bois composté qu'on ne montre pas. C'est que la filière a constaté qu'il était très difficile de valoriser ce bois composté sur les fractions les plus grosses qui n'étaient pas compostées. En fait, c'était à moitié composté, mais qui étaient plus... Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit il faut le rebroyer et le remettre en compostage, soit, et c'est ce qui est mis en avant, c'est d'avoir un tri en amont pour vraiment sortir les plus grosses sections pour qu'elles passent vers d'autres filières et éviter effectivement ce bois composté qui est peu valorisable dans la filière bois énergie. Parce qu'aujourd'hui sur les déchetteries, en fait, on sépare juste la partie souche. La partie souche est séparée du reste du bois, en fait. Mais il n'y a pas d'autres tri supplémentaires en fonction du diamètre. Voilà. Où ça ? Sur les déchetteries oui, les vôtres. Voilà, sur les déchetteries des collectivités locales. On sépare classiquement les souches du reste du bois, mais on ne fait pas de tri supplémentaire. C'est ça. Après, je ne connais pas assez tous les cas de figure sur les plateformes de déchetterie, mais ça peut être le cas, ouais. Après, il y a encore une fois le cahier des charges entre la plateforme de préparation et la plateforme de la déchetterie. Voilà, c'est des choses aussi qui s'adaptent en fonction de la région, de la saisonnalité, on n'a pas parlé, des choses comme ça. Voilà, je pense que c'est des choses qui sont en lien avec les professionnels pour aboutir à un cahier des charges adapté au vu de ce qui peut être fait en déchetterie et de ce qui peut être fait d'une part et de ce qui peut être fait en plateforme de préparation d'autre part. Enfin, je sais qu'il y a des échanges réguliers. En tous les cas, les collectivités locales n'auront pas les moyens d'investir plus pour une qualité très supérieure, voilà, les finances étant ce qu'elles sont. C'est ça. Et les enjeux à venir et les REP à venir, si j'ose dire, enfin voilà, les bennes supplémentaires, il y a aussi d'autres enjeux, on en a bien conscience. Est-ce qu'il y a d'autres... Bonjour, Lucas Lindecker. J'avais une question qui sera peut-être une précision pour monsieur. Moi, je travaille avec une grosse plateforme de compostage dans l'est de la France. Si je comprends bien, sur le but en fait de cette sortie de statut de déchets verts, c'est de pouvoir en fait considérer le bois à trier en amont comme des plaquettes classiques, parce que aujourd'hui, c'est pas interdit pour une plateforme de compostage de vendre ce bois,
mais c'est sous un statut de déchet, et donc c'est moins bien valorisé. Enfin, ils ont plus de mal à le vendre, entre guillemets, mais ils peuvent quand même le faire. Donc l'objectif de cette sortie de statut de déchet, c'est de mieux le valoriser, entre guillemets, le vendre plus cher pour un travail qu'ils font parfois déjà. Et donc pour répondre à Monsieur Leleu, à mon avis, ça ne va pas faire augmenter le prix de traitement des déchets verts pour lui, au contraire, puisqu'il pourra après avoir une meilleure valorisation derrière. Et oui, aujourd'hui, c'est pas ça c'est pas fait sur les déchetteries, et je pense pas que ce soit le but. Ça va rester, on va dire, une prérogative des plateformes de compostage qui sont déjà outillées pour le faire et qui pourront mieux le valoriser à leur juste place. Et moi, j'avais peut-être une question complémentaire pour vous, parce que j'ai vu des retours, et puis en échangeant aussi avec ces acteurs-là, sur le fait qu'il y ait quand même ce bois qui soit nécessaire au processus de compostage. Donc, est-ce que vous n'avez pas la crainte qu'il y ait un déséquilibre dans cette filière compostage, qu'au final, on n'ait plus assez de bois pour en produire ? Encore une fois, sur les volumes, la section, les volumes les plus importants vont rester sur le compostage, et il y a besoin des sections les plus fines, il y a besoin de cette partie ligneuse pour le compostage. Et donc, comme c'est les volumes principaux et que c'est l'obligation de la plateforme, vous pourrez me confirmer ou pas si je dis, puisque vous êtes plus au fait que moi, mais c'est bien ça l'objectif. Donc la plateforme ne va pas mettre en péril, je dirais, son compostage en retirant trop de matière. Voilà, c'est bien un revenu complémentaire. Et il y a un autre garde-fou qui est ces paramètres chimiques, c'est-à-dire que pour pouvoir respecter ces seuils, il faut que la section soit vraiment suffisamment importante, puisque, encore une fois, si vous avez des sections plus fines, vous avez un taux d'écorce plus important. Et donc, les différents paramètres chimiques, vous ne pouvez pas les respecter si vous êtes vraiment sur les sections les plus fines. Donc, c'est un autre garde-fou par rapport à ça qui fait que le tri est nécessaire, et qu'on ne va pas sur l'ensemble de la fraction lineuse, mais vraiment sur les sections les plus grossières. Et je voulais revenir, merci pour la précision, effectivement, sur cette valorisation complémentaire. En fait, l'évolution réglementaire, c'est pour les installations soumises à ICPE. Et donc, effectivement, cette sortie statut de déchets permet un approvisionnement des installations dites sous régime 2910A. Et donc, c'est la majorité des installations, donc pas de difficulté. Sinon, elles peuvent être valorisées dans des installations 2910B. Il en existe très peu sur le territoire. Donc c'est ça en fait où effectivement il y a plus de valorisation possible si vous avez sorti du statut de déchet. Voilà. C'est le choix qui avait été fait, qui est possible pour les broyats d'emballage. Il y avait le choix pour les fournisseurs de mettre en place cette sortie de statut de déchets qui est coûteuse, il faut pour les fournisseurs, mais qui permet une meilleure valorisation en 2910A, ou de rester, de ne pas mettre en place cette sortie de statut de déchets qui n'est pas obligatoire, et de se tourner vers l'installation 2910B, mais qui sont beaucoup moins nombreuses. Et donc on voit bien avec le retour d'expérience que la très forte majorité, il y a très peu de volume de bois d'emballage qui n'ont pas de sortie de statut de déchet. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc encore une fois, peut-être repréciser, ces démarches-là, c'est bien quand le volume en fait est destiné à l'énergie. Alors il y a obligation de mettre en place il y a possibilité de mettre en place cet arrêté de sortie de déchets pour une valorisation énergétique dans les installations 2910A. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de développer la partie, les volumes ou choses comme ça. On reste au sein de la filière. Est-ce qu'il y a d'autres questions, compléments d'informations ou autres retours d'expérience peut-être ? Écoutez, vous voulez rajouter quelque chose ? Non.
Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. Merci. N'hésitez pas, on est toujours au même endroit à l'entrée du salon Bois Énergie, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ces sujets-là ou d'autres sujets sur le bois énergie. Et puis je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.